Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Nicolas Sarkozy est en meeting à Saint-Cyr-sur-Loire ce soir. Il va s'exprimer devant plusieurs milliers de militants UMP. Nous serons en direct avec Sabrina Meloult sur place dans un instant. Un nouveau mémorial inauguré demain, place Anatole France à Tours. Un mémorial pour les 186 jeunes tourangeaux tombés en Algérie. Rencontre dans ce journal avec 2 anciens combattants. Et puis le Tour Volleyball remporte la Supercoupe en s'imposant 3-7-2 contre Paris. On prend tout de suite la direction de Saint-Cyr-sur-Loire. Nicolas Sarkozy tient meeting ce soir dans le cadre de la campagne interne à l'UMP. Meeting qui doit commencer à 19h15. On attend plus de 2000 militants ce soir à la salle Guy Dru. On retrouve sur place Sabrina Meloult. Sabrina, quelle est l'ambiance sur place à l'approche du meeting ? Eh bien Florent, écoutez, c'est en fait 3000 personnes qui sont attendues ici dans cette salle. Une salle qui est déjà comble, hein. Vous pouvez le voir derrière moi. Alors Nicolas Sarkozy est attendu par de nombreux militants, sympathisants UMP, mais aussi par la jeune garde de l'UMP aussi. Cédric de Oliveira, Alexandre Chasse, les députés, les conseillers régionaux. On verra Roger Mahoudeau, Claude Greff, notamment Guillaume Pelletier que nous avons interviewé pour votre édition tout à l'heure. Nicolas Sarkozy devrait arriver dans quelques minutes. Il devra présenter son projet pour la France devant les militants, devant les sympathisants. Il y aura d'abord une prise de parole du secrétaire départemental Fabrice Boigard et puis ensuite Philippe Briand, le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, dira un mot sur son ami Nicolas Sarkozy. Philippe Briand, ancien trésorier de campagne de l'ancien chef de l'État. On pense évidemment, quand je vous dis ça, à l'affaire Big Malion qui éclabousse le retour de Nicolas Sarkozy, cet homme qui voudrait rejoindre aujourd'hui l'arène politique. Alors le déroulé, eh bien, ça va se passer comme ça se passe depuis quelques temps maintenant. Il y aura ce discours dont je vous ai parlé, puis ensuite Nicolas Sarkozy se prêtera à un jeu de questions-réponses avec les militants. Ce sont d'ailleurs généralement les mêmes formules, les mêmes réponses qui reviennent. Mais là encore, c'est une stratégie du camp des Sarkozy. Il y a derrière tout cela une volonté d'être chaleureux avec les militants, à l'image finalement d'un candidat tout neuf qui souhaite redonner de l'espoir à la France. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, je suis en compagnie d'Anne Rivière. Anne, bonsoir. Approchez, je vous en prie. Vous êtes, vous, militante UMP, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, vous l'avez presque toujours soutenu. Et ça recommence encore aujourd'hui. On a le sentiment ici ce soir qu'on est avec des fans de Nicolas et pas vraiment des militants qui se positionnent sur un projet constructif. Bon, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On est devant une salle comble. Il y a autant de personnes qui attendent dehors et des milliers de personnes qui suivent ce meeting en ligne sur sarkozyump.fr. C'est une campagne qui est différente puisqu'on utilise énormément les réseaux sociaux. Ça se passe beaucoup sur Twitter, beaucoup sur Facebook. Ici, physiquement, on a toute une salle qui attend de pouvoir participer à ce beau moment d'échange et de partage autour des questions-réponses auxquelles il se prête bien volontiers. Je pense que c'est une occasion unique de pouvoir interpeller l'ancien président de la République, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir avoir ce sentiment sur la situation actuelle, mais également sur son projet pour l'UMP et tous les militants. Nous attendons justement ces réponses et nous sommes très heureux de ce contact. Quand on discute avec ces militants, on nous parle d'un père, on parle d'un homme providentiel, ce sont des termes très forts là encore. Vous êtes militant. Anne, qu'attendez-vous de la Sarkozy? Moi d'abord, je le suis depuis le début. J'ai adhéré à l'UMP quand lui-même en est devenu président. Je l'ai suivi depuis. J'ai été très satisfaite de son action en tant que président de la République. Certes, il y a des choses qu'il aurait pu faire un petit peu différemment, mais globalement, c'est un très bon bilan. La France avait un réel leadership dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en attends? J'en attends d'abord qu'il fasse ce qu'il fait avec beaucoup de courage, c'est-à-dire qu'il remette à plat l'UMP pour en faire une machine de guerre pour pouvoir remporter 2017. Je crois que notre pays a grand besoin d'alternance et je pense qu'il est le seul à avoir à la fois l'autorité et l'expérience pour nous préparer dans de bonnes conditions, nous les militants, à porter un projet différent pour la France. Et pourtant, Anne, vous êtes d'accord pour dire que le nom de Nicolas Sarkozy traîne dans de nombreuses affaires aujourd'hui. Ici, on connaît bien l'affaire Big Malion, notamment. On en parle ici avec Philippe Briand, ancien trésorier de campagne. Comment finalement pouvez-vous croire aujourd'hui en cet homme? J'ai toujours cru en lui, je pense que c'est quelqu'un de sincère. Il n'a jamais eu de problème pour dire tout fort ce qu'il dérangeait quand c'était le cas. Je pense vraiment que c'est un homme sincère. Et très honnêtement, le nombre d'affaires qui se multiplient peut-être, non pas qui se multiplient, mais enfin qui aboutissent toutes avec finalement des non-lieux. Franchement, je pense que les Français sont plus dupes. Une nouvelle affaire toutes les semaines, c'est pas très sérieux, c'est pas très crédible. Nous, en tout cas, on
se focalise sur l'essentiel, qui est de remettre notre parti en ordre de marche pour reprendre un petit peu la main, parce que en tant que militants, en tant que Français, on est très triste de voir ce qui se passe, on est très triste de l'image que donne notre pays et de la situation actuelle de la France. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour travailler tous ensemble dans cette nouvelle structure dont nous espérons tous Nicolas Sarkozy sera le président. Un retour en demi-teinte pour l'ancien chef de l'État, on le voit bien. De nombreux sondages montrent que sa courbe de popularité ne décolle pas vraiment. Là encore, Nicolas Sarkozy ne s'attendait pas à ça. Je pense pas que ça soit aussi nuancé que ça. Je pense que la confusion vient du fait qu'on veuille amalgamer ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire l'avenir de l'UMP, et les primaires qui vont avoir lieu dans 2 ans. Il faut vraiment pas faire d'amalgame. Je crois aujourd'hui qu'on a une campagne avec 3 candidats de qualité et Nicolas Sarkozy qui au fond est le seul à vouloir vraiment mettre les mains dans le cambouis, s'attaquer aux problèmes de l'UMP et tout remettre à place. C'est audacieux, c'est très courageux et je pense que c'est réellement le signe d'un homme dont l'action en fait est motivée par un réel amour de la France. C'est courageux et nous le suivons dans ce choix. Voilà. Merci beaucoup Anne Rivière, militante UMP. Merci de nous avoir dit quelques mots ce soir. Alors voilà, Nicolas Sarkozy devrait arriver dans quelques minutes maintenant, faire son discours, présenter son projet. Nicolas Sarkozy qui est rentré de Séoul ce matin, il donnait une conférence, il ne devrait pas s'attarder à Saint-Cyr ce soir et devrait repartir sur Paris par le train de 22h. En direct de la salle Guidru à Saint-Cyr-sur-Loire. Merci beaucoup, on vous retrouve dans une dizaine de minutes en compagnie de Guillaume Pétier et puis merci également à Anaïs Michaud qui vous accompagne sur ce duplex. Dans le reste de l'actualité en Indre-et-Loire, un coup de com' des jeunes agriculteurs qui tombent à l'eau. 4h30 ce matin, une douzaine d'entre eux débarquent à Tours avec 5 tracteurs et leurs remorques remplies de fumier. Objectif, déverser le chargement devant des lieux symboliques, mairie de Tours, préfecture. Mais le convoi a été stoppé 500 mètres avant l'arrivée par une patrouille de police qui passait par là. Opération DGA donc avortée. Il souhaitait attirer l'attention des élus mais aussi du grand public sur les conséquences d'une réglementation européenne sur les épandages et le stockage de fumier. Réglementation qui s'impose désormais à l'Indre-et-Loire puisque le département a été classé cette année en zone vulnérable. Aurélie Renaud. Alexis Gruson le sait, ce que lui demande l'Europe fera un trou énorme dans sa trésorerie. Depuis l'été dernier, une norme impose des dates précises d'épandage et le stockage du fumier dans un bâtiment. Impossible pour ce jeune agriculteur d'appliquer cette réglementation visant à limiter le taux de nitrate dans les sols. Il va falloir que je réinvestisse. Et le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour réinvestir, mais j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de payer un bâtiment avec notre production. On a déjà du mal à vivre de nos productions. Ce bâtiment coûterait à Alexis entre 10 et 15 000 euros, seulement s'il le construisait lui-même. Mais son compte bancaire affiche déjà moins 5 000 euros. Car l'élevage de poulets label rouge qu'il mène depuis 2 ans est difficile et rapporte peu. Alexis l'avoue, avec une volaille industrielle, il gagnerait mieux sa vie. Mais il a fait un choix, celui du produit de qualité. Alors bien sûr, Alexis n'est pas hostile aux normes environnementales, mais seulement contre l'excès de zèle de l'Europe. On est quand même raisonné, on a quand même été à l'école, on en a parlé de tout ça. On est quand même conscient qu'il y a des jus de fumier, on ne va pas les mettre ça le long d'un fossé, dans des zones inondables. Tout le monde, tous les jeunes agriculteurs, même les anciens, on va tous dans les rues pour dire... Stop aux normes, on est d'accord, mais il faut que ça soit réfléchi et pas dire on va mettre des zones vulnérables et des machins et des ceci pour dire c'est bon, à l'Europe on a notre quota de zones vulnérables, vous avez vu, on travaille bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir aujourd'hui. Puisqu'épandage et stockage sont maintenant réglementés, une poignée de jeunes agriculteurs offre à qui le voudra son fumier. Et si cette nuit, la cargaison n'a pu être déversée en plein centre-ville, les jeunes agriculteurs l'ont promis, une prochaine livraison est déjà fixée. L'Indre-et-Loire touché par le plan de restructuration des armées présenté aujourd'hui par le ministre de la Défense, mais faiblement touché sur 2 unités militaires basées autour de Tours. La base aérienne 705 va perdre son dépôt des essences et le centre de ravitaillement en essence de Monnet fermera lui aussi, 2 fermetures programmées pour 2018. Toujours en bref, les élus régionaux et les conseillers économiques de la région Centre ont une nouvelle fois débattu à Orléans sur les futures compétences des régions dans le cadre de la réforme territoriale. Comme le 18 juin dernier, le président
du Césaire étaient présents. Demain, il ne restera plus que les conseillers régionaux dans l'hémicycle de la région Centre avec ce débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2015. La région qui pourrait également accélérer certains chantiers pour soutenir le secteur des travaux publics. À Tours, la Pizza Grill, la Casa dans le centre commercial de l'Heure Tranquille, toujours occupé par ses salariés. Une dizaine d'entre eux qui sont au chômage technique à la suite d'un dégât des eaux fin août. Ils n'ont pas été payés et pour l'heure, le restaurant reste fermé. Le corps de Johari, ce jeune de 27 ans porté disparu, a été retrouvé hier soir par des pêcheurs à Montsoreau dans le département du Maine-et-Loire. Le corps, en état de décomposition avancée, s'était échoué sur un banc de sable. Il a pu être identifié grâce à la carte vitale du jeune homme. On était sans nouvelles de lui depuis le 7 octobre dernier. Son portable avait été retrouvé au niveau du confluent du Cher et de la Loire. Les enquêteurs s'orientent vers la piste du suicide, mais l'autopsie pratiquée aujourd'hui n'a pas permis de le confirmer et des examens complémentaires ont été ordonnés. Une page de l'histoire de France à l'honneur demain à Tours, avec l'inauguration d'un mémorial place Anatole France dédié aux combattants tombés en Afrique du Nord, en Algérie. Il figurera 186 noms de jeunes Tourangeaux. Un mémorial inauguré 52 ans après la fin du conflit. Il faut dire que le conflit a été considéré officiellement comme une guerre depuis seulement 1999 à la suite d'un vote de l'Assemblée nationale. Rencontre ce soir avec deux anciens combattants qui ont travaillé sur la mise en place de ce mémorial. Aurélie Renaud. 186 noms et prénoms, ceux des copains qui ne sont pas revenus. Les copains, voilà comment Serge Marinier et Jean-Louis Cerceau appellent les jeunes d'Indre-et-Loire qui, comme eux, ont été envoyés en Algérie. Moi, quand on m'appelle pour faire militaire, je suis déjà très emballé parce que j'ai fait la préparation militaire parachutiste. Donc je suis moi très patriotique, très partant, Seulement les seuls morts que j'ai vus à la guerre, ce sont ceux qu'on voit à la télé dans les films américains. Et je dois vous dire que la première fois que j'en ai vu un sur le terrain, je me suis tout à fait aperçu qu'il était beaucoup moins beau que ce qu'on voyait à la télé. Hein. Il disait pas « Ah, vive la France, vive la patrie », il disait « Maman, j'ai mal, je veux pas mourir ». On apprenait à faire la guerre, mais on n'a rien appris du tout. Hein. On nous apprenait à tirer, point final. Mais ça, on n'était vraiment pas... Quand on est arrivé en Algérie, on n'était pas préparé pour faire ça. On vous a jamais dit « Vous allez faire la guerre ». Non. Au bout de 28 mois, Jean-Louis et Serge rentrent en France. Ce qui domine chez l'un comme chez l'autre, c'est le même sentiment, l'incompréhension. On a fait en sorte précisément que la métropole ne sache surtout pas ce qui se passait là-bas. Il ne fallait pas faire peur, c'était pas une guerre. Ils étaient bien nos petits là-bas, vous savez. Il y avait 10 morts par jour seulement, mais comme on l'a dit, ces morts, on les rapatriait par paquet de 100 ou par paquet de 150, gentiment, par convoi, et on les restitue aux familles très discrètement, de préférence la nuit, de telle sorte, et 6 mois après, de telle sorte que la métropole reste sereine et que, oh, ce qui se passe là-bas, on n'en a rien à foutre, quoi. Hein. C'est parfois la vie associative qui permettra à ces anciens combattants de penser les blessures, de parler du traumatisme. Et c'est ensemble qu'ils ont écumé les archives des mairies, les carnets de bord de l'armée, pour recenser chaque nom et prénom de ceux qui étaient tombés dans l'oubli. On a l'impression d'avoir accompli notre devoir, surtout que ces stèles sont implantées parmi les autres monuments des autres conflits. Nos camarades ont tout à fait leur place dans ce jardin du souvenir qui est la place Anatole France. Aujourd'hui, ils ont tout à fait leur place pour la mémoire. Les gens qui vont venir là et qui vont voir ça vont dire qu'est-ce que c'est que tous ces noms uniquement pour la guerre d'Algérie, les combats de Tunisie et du Maroc. C'est pas possible. Et qui vont se poser des questions et peut-être nous poser des questions. Jeudi, lors de l'inauguration, un 187e nom sera gravé sur la stèle, car au fil des recherches, la liste des morts en Algérie s'allonge. Les membres de l'association pour le mémorial espèrent qu'un jour, chaque nom et prénom de ces jeunes qui ont perdu leurs 20 ans durant cette guerre soit inscrit pour la postérité. Et on attend demain pour l'inauguration 1500 personnes, anciens combattants, élus et familles des victimes de guerre. On termine ce journal avec du sport et le Tour Volleyball qui reprend la saison sur une belle lancée. Les Tourangeaux sont rentrés aujourd'hui de Paris avec une victoire. Ils ont remporté hier soir la Super Coupe en s'imposant face à Paris 3-7-2. Romain Delville. Aujourd'hui, les joueurs du TVB ont posé sagement pour la photo devant l'hôtel de ville avant une réception ce soir au Conseil général. Et forcément, ça tranche avec l'intensité du match d'hier où les volleyeurs tourangeaux ont connu toutes les émotions avant la victoire au tie-break 15-13. À mon avis, on doit peut-être le gagner le match 3 parce qu'au quatrième, on mène, on est devant, on sent que ça va se terminer là. On perd ce set. Le cinquième, on est mené aussi, mais on s'est jamais perdu.
Premier match officiel, premier match difficile avant la reprise du championnat ce week-end. Ce Paris Tour de Supercoupe a montré qu'il faudra compter une fois de plus sur les deux écuries majeures du volley français. On s'attendait vraiment que ça soit très dur. Il est 3-2, c'est normal. Et la victoire, ça s'est joué à rien du tout. Mais je pense qu'on a été plus conquérant à la fin. Des imperfections, et hier soir il y en a eu, des passages à vide aussi et des deux côtés, si bien que des renversements des situations ont profité à Paris dans le 4e set et à Tours dans le 2e et surtout le 5e set. Et ça, c'est typique d'un début de saison. Les équipes ne sont pas encore super bien réglées. On a vu beaucoup de fautes dans les deux côtés, mais le fond était super bon pour nous, avec des combativités on a fait, donc on est très contents. Il faudra maintenant assurer à Beauvais dimanche en championnat. Quant aux retrouvailles régulières avec Paris, la prochaine c'est dans 15 jours. Le TVB accueillera l'équipe parisienne le 1er novembre au Palais des Sports. Restez avec nous dans un instant, notre invité Guillaume Pelletier.